Ok. Bien, très bien. Allez, allons-y alors. C'est parti. Troisième webinaire organisé par Emovens. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, surtout sur un sujet, comme vous pouvez le constater, qui est très très intéressant dans la conjoncture actuelle, surtout avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans les entreprises, avec les hausses de matières premières ou l'abandon ou la perte de produits ou les manques de matières premières complètes qu'on peut trouver sur pour certaines couches socio-professionnelles comme dans le bâtiment où là c'est dramatique. Aujourd'hui, on trouve aussi des problématiques, bien sûr, sur tout ce qui est remboursement. Alors là, ça va venir aussi, je pense que Guillaume va nous en parler au niveau des PGE et autres. Ça, c'est à venir. Ça, malheureusement, on n'y échappera pas. Voilà, Léon Conseil Assistance, adhérent d'Imovens depuis 2 ans. Société qui se trouve à Terranjou, dans le 49, avec 4 salariés. Hein. Tu m'arrêteras, Guillaume, si je me trompe, mais je pense que c'est ça. Son dirigeant, Guillaume Martin, qui est une personne que vous voyez à l'écran, qui est impliqué dans beaucoup de réseaux. Hein, je crois que... Je croyais que tu allais dire fort sympathique, mais ok. Oui, au demeurant, mais ça, de toute façon, c'est tout à fait. Tout le monde le voit bien à l'écran que de toute façon, tu es fort sympathique et on ne t'aurait pas invité de toute façon à venir si tu ne l'étais pas. Ok. Voilà, ce jeune homme de 49 ans, hein, donc il est fait pas, vous voyez à l'écran, hein, il est tout beau, tout lisse, tout beau. A une maîtrise en droit des affaires, a travaillé pendant une douzaine d'années, je crois, dans différents cabinets en tant que mandataire de justice et administrateur judiciaire, et donc a créé les Young Conseil Assistance en 2009. Voilà, donc aujourd'hui, les Young Conseil Assistance et Guillaume Martin est un mandataire ad hoc, et je vous propose et je laisse la parole à Guillaume pour qu'il vous explique ce qu'est un mandataire ad hoc et quel est son rôle essentiel aujourd'hui dans ce qu'on peut vivre dans nos sociétés. Ok. Parfait. Donc, on va faire le plus dur, c'est partager l'écran en espérant que ça marche. Alors, je vais laisser Audrey effectivement le faire parce qu'on a un problème Non, de je le bande fais, je le passante. fais. Partage, je fais Non, c'est vrai, partage autant pour d'écran. moi. C'est bon. Autant pour Normalement, moi. ça va être bon. Je passe. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. On voit très Bon, bien. ben, super. Je m'accorde sur Donc, le numéro. au-delà du mandataire ad hoc, on va parler de ce qu'est un mandat ad hoc ou une conciliation, hein, les deux procédures confidentielles devant le tribunal de commerce. Très rapidement, et pour reprendre un petit peu le contexte que tu as évoqué, aujourd'hui, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, hein, dans un contexte où on vient de passer 2 années compliquées en termes d'exploitation pour les entreprises, donc il faut assumer ses pertes. Il faut rembourser les dettes accumulées. Quand je parle de dettes accumulées, c'est les éventuels reports de dettes sociales, hein, les reports Covid. Ce sont les prêts contractés pendant cette période et notamment les prêts garantis d'État. Une dégradation du BFR. On est sur des cycles d'exploitation aujourd'hui qui se sont rallongés et notamment en raison de ces problématiques de pénurie de matière, hein, voilà, nous retardent dans un cycle d'exploitation normal. Et puis derrière, il va falloir relancer l'activité et investir. Et relancer l'activité, il faut de la trésorerie. Quand on a de l'activité, il faut de la trésorerie pour acheter de la camelote, produire avant de facturer et d'encaisser. Donc tout ça, ça joue sur la trésorerie. Quand on parle de procédure amiable devant le tribunal de commerce, on parle d'anticipation et c'est le maître mot, anticiper, anticiper, anticiper. C'est pas quand on n'a plus d'argent qu'il faut réagir. Les moyens d'anticipation, donc en amont de ces procédures, c'est tout d'abord chaque boîte devrait connaître son point mort, savoir tous les mois combien je dois faire pour avoir un repère, pour savoir si je gagne ou je perds de l'argent et pas attendre la sortie d'un bilan pour se rendre compte qu'on a perdu beaucoup d'argent l'année précédente, pardon. Sachant qu'il y a toujours de l'inertie dans des mesures de restructuration. Tenir des tableaux de bord, malheureusement, c'est un réflexe qui est pas assez présent dans les entreprises. Et puis surtout, travailler sur des prévisionnels d'exploitation et de trésorerie. Et dans le contexte que nous traversons aujourd'hui, je trouve qu'il est primordial aujourd'hui de faire ce travail de prévision d'exploitation et de trésorerie afin de s'assurer que on ne va pas, dans ce contexte, vers une impasse de trésorerie dans les semaines ou mois à venir. Les outils d'anticipation, si on arrive, si on sent qu'on va vers des tensions de trésorerie, tout d'abord faire rentrer l'argent. Donc effectivement,
J'ai œuvré quelques années dans un cabinet de mandataires liquidateurs dans lequel le travail du mandataire, c'est de recouvrer l'actif. Et on s'est rendu compte que beaucoup notamment de petites entreprises déposaient le bilan alors qu'elles avaient des comptes clients relativement conséquents et rien n'était fait pour le recouvrement. Et que si déjà on s'occupait de faire rentrer les factures qui étaient émises, ça permettrait d'éviter des dépôts de bilan. Donc faire rentrer de la trésorerie, c'est aussi utiliser la mobilisation du poste client si nécessaire, hein, un facteur, des lignes d'AI. Si ce n'est pas suffisant, il va falloir négocier ses dettes et décaler des paiements. Donc là, on va arriver dans le concret. Dans le cadre des procédures amiables, la plupart du temps, on a affaire à des entreprises qui connaissent un accident de parcours. Donc souvent, lorsqu'on fait des webinaires, on a des dirigeants qui nous disent c'est bien ce que vous nous racontez, mais nous, tout va bien, ça ne nous arrivera pas. Donc aujourd'hui, c'est juste de la culture générale. Et l'accident de parcours, il peut intervenir à tout moment, il peut être interne à l'entreprise, il peut être externe. Et je crois que depuis 2 ans, on a vécu un accident de parcours généralisé avec une crise sanitaire que même des très belles entreprises n'ont pas pu voir venir en tout cas, et les ont vraiment fragilisées. Les impayés font partie des accidents de parcours. Vous avez un client important qui dépose le bilan. Non seulement il y a un impayé, mais en plus une perte de chiffre d'affaires pour l'avenir puisqu'il disparaît. La conjoncture, depuis une dizaine d'années, a fragilisé tout ça. Il y a une mutation économique qui a été engagée avant la crise sanitaire. Donc, on a des modèles économiques qui étaient valables il y a 10-15 ans qui ne le seront pas demain. Donc, il va falloir réfléchir à des reconversions. Et la crise sanitaire est venue accélérer tout ça. Donc, on peut être sur des activités saines, pour autant dans des dans des domaines où les méthodes de consommation évoluent et l'évolution s'accélère. Et donc, il faut regarder, notamment dans le cadre de prévisionnel, si il ne faut pas adapter le modèle économique avant de se retrouver en difficulté. Les problématiques de BFR, développement non financé. Tout ça, c'est ce que l'on va rencontrer pour les entreprises qui vont faire appel ou anticiper des difficultés pour donc éviter un état de cessation des paiements, avec un petit rappel parce que tout tourne autour de cette notion. Lorsque l'entreprise n'est pas capable de faire face au passif exigible, donc ses dettes échues, avec son actif disponible, et je synthétise la trésorerie, dans ce cas-là, elle est en cessation des paiements. Depuis 2009, dans le Code de commerce, il y a eu un paragraphe qui a été rajouté qui dit que si le débiteur établit qu'il a des réserves de crédit, donc des réserves de crédit, c'est pas bilanciel. Hein, vous avez une autorisation de découvert qui n'est pas utilisée, c'est une réserve de crédit. Vous avez la faculté de mobiliser du poste client, de la facture, de la vendre à un établissement, c'est une réserve de crédit. Donc, si on a des réserves de crédit, ces réserves de crédit vont être additionnées à l'actif disponible. Et concernant le passif exigible, vos dettes, si vos créanciers ont accepté des moratoires, des mises en place d'échéanciers, des suspensions d'exigibilité de dette, ce passif ne va pas être comptabilisé non plus comme un passif exigible. Alors, cette notion, elle est très complexe à appréhender. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières, mais là, on pourrait y passer des heures. Très rapidement, les différentes procédures devant le tribunal de commerce. Procédure confidentielle, on a le mandat ad hoc qu'on va développer ainsi que la conciliation. Très rapidement, il y a en matière agricole une procédure qui s'appelle le règlement amiable agricole. Donc, comme je ne sais pas si les gens qui sont autour du webinaire sont concernés par la partie agricole, voilà, ça existe. Puis après, il y a toute la palette des procédures collectives qu'on ne va pas du tout évoquer aujourd'hui puisqu'on est là vraiment pour anticiper les difficultés et éviter ces procédures. Un mandat ad hoc, quelles sont ses caractéristiques? Un mandat ad hoc, c'est tout d'abord une démarche volontaire de l'entreprise. Donc, jamais une entreprise ne sera convoquée par un président de tribunal pour que lui soit imposée l'ouverture d'un mandat ad hoc. Donc, vous avez au tribunal de commerce une cellule de prévention qui, sur la base d'éléments de présomption, peut convoquer une entreprise qui serait fragile pour comprendre pourquoi elle est fragile et puis qu'est-ce qui est mis en place. Le tribunal de commerce peut recommander d'aller vers telle ou telle procédure, mandat ad hoc, conciliation, mais ne peut pas l'imposer. Donc, on est bien sur une démarche volontaire de l'entreprise. Et c'est aux dirigeants, en tout cas, d'entamer cette démarche pour pouvoir bénéficier d'une procédure de mandat ad hoc. Le mandat ad hoc est confidentiel et la confidentialité est d'ordre public. Donc, dans le Code de commerce, vous avez un article qui est le L611-15 qui prévoit que toute personne qui a connaissance d'un mandat ad hoc est tenue à la confidentialité.
Et il y a de la jurisprudence très coercitive qui vient condamner, dans le cadre d'actions responsabilité, des créanciers qui viendraient à rompre la confidentialité. Donc il y a une vraie protection sur cette notion et aujourd'hui la confidentialité est réellement respectée. Alors même si on a vu des articles sur des grands groupes qui sont mis en mandat ad hoc ou en conciliation pendant la crise sanitaire, mais je pense qu'on était peut-être plus sur de la communication liée au groupe qui voulait rassurer son environnement en disant bah oui, on traverse des périodes difficiles, mais on discute avec nos créanciers, on trouve des accords. Et je pense notamment à Pierre et Vacances ou des chaînes de magasins qui ont traversé cette période-là via ces procédures. Le mandat ad hoc, aujourd'hui on parle de trésorerie, mais un mandataire ad hoc peut être désigné pour solutionner des difficultés de tout ordre. Donc, au-delà de la trésorerie, il y a aussi tout ce qui peut nuire à la poursuite de l'activité, notamment les dissensions entre associés. Voilà. Pour aller en mandat ad hoc, il ne faut pas être en cessation des paiements. Donc, c'est la raison pour laquelle on a évoqué cette définition préalablement. Si on est en cessation des paiements, il est trop tard pour bénéficier d'un mandat ad hoc. Et comme on est dans une notion d'anticipation et qu'on n'est pas en cessation des paiements, le législateur n'a pas fixé de délai dans le temps pour l'accomplissement d'une mission de mandat ad hoc. Alors, dans la pratique, la plupart du temps, les tribunaux de commerce, enfin les présidents de tribunaux fixent une mission, 3, 4, 6 mois, mais mission qui est prorogeable autant de fois que nécessaire, tant que les discussions perdurent et tant que l'entreprise n'est pas en cessation des paiements. Donc, le but de cette procédure, ça va être d'éviter les dates de cessation des paiements. On est bien avant. À côté de ça, on a une deuxième procédure confidentielle qui s'appelle la conciliation, dont les caractéristiques sont presque similaires. Démarche volontaire, totalement confidentielle. On est sur la difficulté financière, mais on est sur une entreprise qui est ouverte aux entreprises, aux sociétés qui seraient en cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Absence de cessation des paiements, mandat ad hoc, cessation des paiements. Avant 2009, il n'y avait pas d'autre alternative que de faire une déclaration de cessation des paiements. Depuis 2009, la conciliation permet à ces entreprises-là de tenter une ultime démarche amiable. Mais comme on arrive beaucoup plus tardivement par rapport à un mandat ad hoc, la procédure va être limitée dans le temps à 5 mois au maximum. Alors, je vous passe les périodes Covid où on a eu des doublements de durée de procédure, des conciliations à 10 mois. Mais là, on est revenu dans un monde normal, entre guillemets. Et la conciliation, donc c'est 5 mois. Et 5 mois, c'est très court. Donc, j'insiste sur la notion d'anticipation. 5 mois pour trouver des solutions, c'est court. Et donc, si on peut passer par un mandat ad hoc préalablement, c'est toujours mieux pour gagner du temps. Donc là où le mandat ad hoc servait à éviter l'état de cessation des paiements, la conciliation va avoir pour but d'en sortir de l'état de cessation des paiements. Ça va être un tronc commun, comment on met en place cette procédure de conciliation, mais pour le mandat ad hoc, ça va être pareil. Le tribunal de commerce ne pourra pas, ou tribunal judiciaire d'ailleurs, notamment les associations, ne pourra pas désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur s'il n'y a pas de convention de mission, une convention d'honoraires signée entre ce professionnel et l'entreprise. Ce qui veut dire que préalablement à la saisine, il faut rencontrer un mandataire ad hoc ou un conciliateur. Alors, c'est important de savoir ce que coûte l'entreprise, enfin ce que coûte la mission, mais surtout ce qui est important, c'est que ce professionnel comprenne l'histoire de l'entreprise, son métier, ses difficultés, les mesures qui ont été mises en place pour trouver des solutions aux difficultés ou les mesures qui vont être mises en place pour passer la difficulté, ce qui va permettre de bâtir une stratégie, de déterminer les créanciers impliqués dans la procédure. On est dans une procédure à la carte où on va pouvoir négocier avec un seul créancier, plusieurs, tous. Enfin, tout est… Il n'y a pas de règle. Ce n'est pas une procédure qui va impliquer l'ensemble des créanciers de l'entreprise comme une procédure dite collective, sauvegarde, redressement, liquidation. Donc vraiment, on va bâtir une stratégie à la carte. Et puis, on va aussi s'assurer que la procédure est bien adaptée à la situation. Parce que s'il faut notamment financer un plan social qu'on n'en a pas les moyens, dans le cadre des procédures collectives, il y a des assurances, les AGS qui rentrent en compte, qui permettent de le faire. Donc, il faut vraiment aussi s'assurer avant de faire la démarche qu'on est bien dans la bonne procédure.
Donc, le chemin pour ouvrir la procédure, une rencontre avec le professionnel. À partir de là, donc, il y a une requête qui va être rédigée et qui va être présentée au président du tribunal de commerce, hein, donc rédigée par les conseils de l'entreprise ou mandataire ad hoc. Hein. Il y a aussi des trames qui existent sur Infogreffe qui sont téléchargeables. Il y a une prise de rendez-vous qui est prise, alors je le dis extrêmement rapidement, les tribunaux de commerce se sont adaptés à ces situations de crise et apprécient ces démarches préventives hein, plutôt que de voir des entreprises déposer le bilan. Donc il y a un rendez-vous donc qui se passe dans le bureau du président. Alors on a certains tribunaux qui ont affecté des juges délégués à la prévention, mais dans la plupart des tribunaux, c'est quand même les présidents de tribunaux qui reçoivent les entreprises. Il n'y a pas de greffier, il est en civil, donc il n'est pas en robe. On est vraiment dans une démarche amiable et on n'est pas devant une juridiction. Le rendez-vous se passe en général avec beaucoup de bienveillance et comme je l'ai dit à l'instant, en fait, les présidents de tribunaux apprécient que les dirigeants se prennent en main en amont des difficultés pour trouver des solutions. Très rapidement, donc une fois que le tribunal s'est assuré qu'on est dans la bonne procédure avec les critères, hein, absence de cessation des paiements pour le mandat ad hoc, moins de 45 jours pour la conciliation, même s'il y a beaucoup de souplesse hein, sur cette notion-là devant la plupart des tribunaux. Il y a une ordonnance qui est rendue et qui va désigner le mandataire ad hoc et le conciliateur. Et comme dans le titre, c'était qu'est-ce qu'un mandataire ad hoc ou un conciliateur, si on doit synthétiser, c'est un négociateur et rien d'autre. Il ne rentre pas dans la gestion d'entreprise, il ne va pas remplacer le dirigeant, il n'est là que pour négocier avec les créanciers de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'il va négocier? Donc, il va négocier la mise en place de moratoires sur les dettes existantes. Donc, on a beau être en cessation des paiements depuis moins de 45 jours ou pas en cessation des paiements, ça n'empêche pas d'avoir des dettes si on a de l'actif disponible en face. Donc, on va aller négocier des dettes qui soient des remboursements de dettes qui soient compatibles avec les capacités d'une entreprise. On va faire des décalages de dettes sociales et fiscales et mettre des plans derrière si nécessaire, via les commissions CCSF, commission des chefs des services financiers, donc de l'État. On va demander aux banques de maintenir des concours court terme qui seraient menacés, autorisation de découvert, billets de trésorerie, ligne d'ALI, retenue de garantie, ligne de caution, etc. On va demander aux banques, pour soulager l'entreprise, de suspendre les échéances en capital des prêts. On va demander aux crédits bailleurs de minorer les loyers de crédit bail pendant une période. Donc, en général, on minore de 80%, on paye 20%. Ce qu'on retrouve assez fréquemment dans les entreprises de TP, où le matériel est beaucoup financé en crédit bail, chez les transporteurs, les véhicules maintenant sont la plupart du temps financés en crédit bail. Donc, c'est des leviers très importants pour ces entreprises-là. Dans l'imprimerie traditionnelle, on a des grosses machines aussi. Et puis, d'une manière générale, on voit de plus en plus de financement à crédit bail et de moins en moins en prêt classique sur du matériel industriel. On peut aller chercher des amendements de créance, tout ou partie. Et puis, et ça a été la nébuleuse pendant quelques temps, mais depuis juillet 2021, en conciliation, on peut renégocier la durée d'amortissement des prêts garantis d'État, mais on en fera un petit point tout à l'heure un peu plus détaillé. Et je mets 3 petits points parce qu'en fait, dans le Code de commerce, il y a très peu d'articles, on peut tout imaginer. Concernant la conciliation, il y a une bonne dizaine d'articles. Concernant le mandat ad hoc, il y en a un seul. Voilà, donc tout est ouvert, on négocie et on négocie comme on veut. Dans un monde idéal, le planning d'une procédure de conciliation en 5 mois, ça se passe donc de la manière suivante. Donc, on reçoit l'ordonnance. Donc, le conciliateur a le mandat d'aller négocier avec les créanciers d'entreprise. Je vais assimiler cette période à une mini-période d'observation, hein, comme dans le cas d'un redressement judiciaire, où on va demander d'abord des efforts aux créanciers. On est sur des entreprises fragiles et à ce stade de la procédure, ce qui m'importe, c'est qu'un euro qui rentre dans l'exploitation serve à financer l'exploitation pour l'avenir et pas les conséquences du passé. Donc, on va demander aux banques provisoirement parce qu'on a évoqué avant, de maintenir les concours court terme, geler les prêts, minorer les loyers de crédit bail. On va organiser une première réunion pour convaincre les banques de faire cet effort, leur expliquer pourquoi on est là et vers où on veut tendre. On va prendre contact avec les organismes sociaux, fiscaux et les fournisseurs dans le cas où l'entreprise serait pas en capacité de les payer, donc pour les intégrer à la procédure. On va recevoir des déclarations de créances, on va travailler avec le cabinet comptable sur l'élaboration d'un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie. On va faire 2 versions,
Une première version si rien n'est fait, pour montrer aux créanciers, pour justifier en tout cas qu'on est dans la procédure, pas par confort, mais parce que c'était une nécessité pour éviter un dépôt de bilan. Et puis, on va faire une deuxième version du prévisionnel dans laquelle on va imaginer des aménagements liés à la négociation qu'on va engager avec les créanciers. Donc, aménagement dans le remboursement de dettes, aménagement dans le réaménagement des dettes bancaires, etc. Ces prévisionnels, on va les présenter aux banques, puisque en règle générale, on arrive à rembourser nos dettes échues, fournisseurs, sociales, fiscales, grâce à un effort dans le temps des banquiers sur le réaménagement des dettes financières. Si les banques sont plutôt favorables à ce qu'on leur propose, on va diffuser un plan à tout le monde, on va négocier, on va rédiger un protocole de conciliation. Et dans le meilleur des mondes, 5e mois, ce protocole, il est remis au président du tribunal de commerce qui constate, je ne vais pas rentrer dans les subtilités, qui constate ou homologue, mais on va dire qui constate qu'il y a un accord qui a été trouvé avec les différents créanciers d'entreprise, qui met fin aux difficultés de l'entreprise, qui sort l'entreprise d'une éventuelle cessation des paiements, ou en tout cas qui va lui éviter d'y arriver. Et la procédure s'arrête. Donc la conciliation s'achève au constat de l'accord. Il y avait un trou dans la raquette, autant dans le cadre d'un plan d'appurement du passif, sauvegarde, redressement judiciaire, il y a un commissaire à l'exécution du plan. En conciliation, il n'y avait rien. Et donc, il y a quelques années, 5-6 ans, le temps passe vite, le législateur a prévu une nouvelle mission pour le conciliateur qui peut être désigné en qualité de mandataire à l'exécution des accords, poursuivre les accords, intervenir en cas de besoin si à un moment il y a un petit loupé, un petit grain de sable, en évitant de réouvrir une procédure. Et surtout, l'intérêt, c'est que quand on gèle les financements bancaires, qu'on gèle pendant 12, 18 ou 24 mois, avant la reprise des prêts, il y a toujours une petite réunion avec les banques pour pouvoir s'assurer que l'effort était suffisant ou pas, et pour savoir s'il convient de renégocier un petit peu ou de réaménager certaines choses. Et donc, le conciliateur n'avait aucun mandat pour pouvoir assister à cette réunion. C'était un manque. Donc, aujourd'hui, avec ce mandat, il peut le faire. Un petit cas concret très simple, entreprise de TP. Dans le TP, on a un accident de parcours périodique qui sont les intempéries. Donc, il y a une période de l'année, quand il pleut beaucoup, les terrains sont pas praticables, on ne peut pas produire, donc on ne peut pas facturer, on ne peut pas encaisser. Et donc, ça fragilise ponctuellement la trésorerie de l'entreprise. Donc, j'ai une autorisation de découvert de 50 000 € qui est utilisée au 31/12 de l'année précédente. Et là, pour ceux qui aiment les chiffres, donc on se présente en janvier 2016, solde de trésorerie à l'ouverture, au premier du mois, moins 50 000. On a des encaissements qui ne vont pas intervenir parce qu'on ne peut pas facturer à cause des intempéries. Donc, j'ai une variation de trésorerie négative de 22 000 €. Si je fais rien, donc c'est la ligne jaune fluo ou pas d'ailleurs, en tout cas la ligne jaune. Si on fait rien, on descend à moins 72 000. Donc, on dépasse les autorisations de découvert, on est en cessation des paiements. Et on devrait déclarer cette cessation des paiements. Donc, on rentre en conciliation. Dans le cadre de la conciliation, on va demander aux banques de geler les financements. Donc, vous avez les leviers de la conciliation sous la ligne jaune. On gèle le premier mois à échéance d'emprunt, on décale de l'URSSAF, de la caisse de retraite, de la TVA, on bloque à peu près 20 000. On finit à moins 51 000. Bon, il suffit de décaler un fournisseur pour que ça se passe. En tout cas, moins 51 000, ça se gère. Février, donc rebelote, on redécale. Quitte à décaler en général social fiscal, on part toujours pour un trimestre. On reprend un petit peu d'encaissement. Malgré tout, nos variations de trésorerie sont encore importantes. Solde de trésorerie, moins 51 000. On recommence à produire au mois de février. On encaisse un peu plus au mois de mars et on revient progressivement vers des mois normaux. Et on voit que la trésorerie se détend grâce au levier de la conciliation. Au bout du 3e mois, au mois d'avril, on rencontre les établissements bancaires. On leur dit qu'on va rembourser les dettes sociales et fiscales sur 18 mois. Pour pouvoir financer ça, il faut que les banques fassent un effort sur 12 mois. Donc, les banques vont geler le capital des prêts pendant 12 mois. On rembourse les organismes socio-fiscaux sur 18 mois. Puis, on voit que la trésorerie en bas, théorique, remonte progressivement. Et donc, on a passé notre difficulté. Le plus synthétique sont les courbes de trésorerie. Rouge, pas de conciliation, pas de négociation.
On part d'un découvert à moins 50 000, on est en impasse tout le temps. Courbe bleue, donc on ouvre la conciliation. La trésorerie remonte très rapidement, notamment liée au décalage social fiscal. Elle se maintient la première année parce que les prêts sont gelés lorsqu'on commence à rembourser les dettes sociales et fiscales. Et puis après, l'entreprise revit une vie normale avec des fluctuations de trésorerie, alors liées à ces périodes d'hiver, mais aussi à l'apurement des dettes sociales et fiscales pendant 6 mois, là, de janvier 2017 à juin 2017. Mais en tout cas, elle a passé le cap et elle a évité cette notion de cessation des paiements. Le premier intérêt de la procédure, c'est la confidentialité. La confidentialité fait que vos fournisseurs ne sont pas informés, vous perdez pas vos délais de paiement, les clients ne sont pas informés, les concurrents ne sont pas informés, donc il n'y a pas de nuisance dans l'exploitation en tant que telle, à partir du moment où on ne rentre pas en discussion avec les fournisseurs. Mais plutôt, la procédure sera prise en amont, moins il y aura besoin de négocier avec des créanciers. Dans certains cas, en conciliation, on a la possibilité d'imposer un accord avec l'appui du tribunal de commerce. Donc, si on a un créancier récalcitrant qui poursuit l'entreprise pendant la période de conciliation, on peut imposer des délais jusqu'à 24 mois pour l'apurement des dettes, de report ou d'apurement. Les accords en force exécutoire et bénéficient aux co-obligés, donc aux cautions. La conciliation est un motif de rachat de d'épargne retraite et de remboursement anticipé de certains crédits d'impôt. Je ne rentre pas dans le détail, mais lorsque vous avez un jugement qui homologue un accord de conciliation, ça fige la date de cessation des paiements et en cas d'ouverture d'une procédure collective ultérieure, le tribunal de commerce ne pourra pas fixer une date de cessation des paiements antérieure à l'accord de conciliation. On ne va pas rentrer dans les subtilités. Et surtout, pendant toute la période de conciliation, le tribunal de commerce n'a pas le droit d'ouvrir une procédure collective sur assignation d'un créancier. Vous ouvrez une conciliation, vous avez un créancier qui vous dit « Écoutez, moi, je m'en fiche de votre procédure qui tente le couteau sous la gorge en vous disant bah, soit vous me payez, soit je vous assigne en redressement judiciaire. À la limite, faites votre assignation, de toute façon, il n'y aura pas de suite. Il y a une vraie protection pendant la période de conciliation. » Et parfois, la procédure amiable est un préalable à une procédure collective préparée. Donc, si on fait un peu des statistiques, une procédure collective type redressement judiciaire, le taux de réussite est très faible. Et il est très faible parce que souvent l'entreprise n'est pas préparée à la procédure, donc elle est subie. Et puis le dirigeant aussi psychologiquement n'est pas prêt. Il ne sait pas pourquoi il y va d'une manière un peu contrainte. Et ça ne marche pas. En revanche, en procédure collective, il y a quand même des outils qui sont relativement intéressants et notamment dans les durées d'apurement des dettes, sur 10 ans, dans la prise en charge de certaines dettes salariales, qui parfois sont adaptées à des mesures de restructuration indispensables. Et si l'entreprise, dans le cadre d'une et pour arriver en procédure collective, il faut que l'entreprise ne perde plus d'argent puisqu'elle va affronter une période d'observation. Pendant la période d'observation, l'entreprise n'a pas le droit de créer de dettes complémentaires, sinon c'est la liquidation. Donc, on a des dossiers qui passent par une phase de mandat ad hoc conciliation pour se restructurer, pour définir les mesures de restructuration à faire et qui vont, lorsqu'elles seront prêtes, aller en procédure collective pour actionner ces leviers. Et donc, voilà, parfois, on a des procédures qui commencent par de l'amiable et finissent en collective et ça marche. En cas d'échec, on a vu qu'on était sur une procédure qui était à la main du dirigeant, donc qui était totalement, qui était une démarche volontaire de l'entreprise. Donc, il n'y a pas en cas d'échec de procédure, donc on va informer le tribunal de commerce de l'échec, mais il n'y a pas de conversion automatique en redressement, en sauvegarde, redressement ou liquidation. Un redressement qui ne marche pas, c'est la liquidation, ou une période d'observation qui ne marche pas, ça peut être la liquidation. En amiable, il n'y a pas de conversion automatique. Donc, c'est le dirigeant qui reprend la main. Et s'il n'est pas en cessation des paiements, il peut poursuivre son activité. S'il a des difficultés en cesser. On peut rentrer en conciliation parce qu'on est en cessation des paiements. Dans le cas de la conciliation, on va demander au créancier de suspendre l'exigibilité des dettes. Et la plupart du temps, il l'accepte. Donc, on sort de la cessation des paiements. On constate que 5 mois, c'est trop court pour négocier. Mais comme on n'est plus en cessation des paiements avec l'appui des créanciers, on va pouvoir passer par une période de mandat ad hoc
recommencer à négocier, continuer à négocier. Il ne peut pas y avoir 2 conciliations d'affilée, il faut un délai de 3 mois entre 2 conciliations, et donc ces 3 mois, on va les passer dans le cadre d'un mandat ad hoc avant de revenir en conciliation derrière. Après, toute la palette des autres procédures est possible, passer en sauvegarde, redressement, liquidation. Les signaux dans l'entreprise. Quand est-ce qu'il faut se pencher? Alors, je ne dis pas quand est-ce qu'il faut aller en mandat ad hoc ou en conciliation, mais quand est-ce qu'il faut se pencher sur l'entreprise, faire des prévisionnels et regarder où on va. Donc, dès que vous avez une entreprise qui a un retard social, fiscal ou fournisseur, il faut se poser la question. Nous, on voit malheureusement beaucoup d'entreprises qui arrivent tardivement parce qu'à un moment, elles ont accumulé du retard et elles se sont dit « demain, ça ira mieux », sans se pencher sur des prévisionnels. Et le « demain, ça ira mieux » donc n'arrive pas. Et puis à un moment, on loupe le coche parce qu'on est en cessation des paiements depuis plus de 45 jours et l'amiable n'est plus possible. Lorsque vous avez un bilan en forte perte, derrière, c'est la cascade. En fait, bilan en forte perte, le risque à la sortie du bilan, c'est que les banques coupent les lignes court terme. Donc, dénonciation de découvert, dénonciation de billets de trésorerie, dénonciation de mobilisation du poste client. Un facteur qui dénonce. Et puis, côté fournisseur, il y a un risque de perte d'assurance crédit. Et donc, à un moment, les fournisseurs qui ne sont plus couverts ou qui perdent confiance dans l'entreprise à cause de ce bilan, vont demander en plus de l'encours un règlement au cul du camion, donc ce qui va aggraver le besoin en fonds de roulement d'entreprise et créer des tensions de trésor. Lorsque vous avez un bilan qui ne fait pas ressortir un résultat suffisant pour remonter un dividende et payer une dette senior sur une holding, il va falloir renégocier le LBO. Malheureusement, on voit parfois des réflexes et souvent à la demande des banques qui considèrent, et avec les PGE d'ailleurs, ça s'est aggravé, qui considèrent qu'à partir du moment où il y a de la trésorerie sur l'exploitation, il y a juste à remonter la trésorerie sur la holding pour payer une dette senior. Sauf qu'on peut avoir de la trésorerie un peu artificielle, notamment liée aux prêts garantis d'État. Pour autant, faire des pertes d'exploitation, ne pas avoir de réserve distribuable, et quand on remonte de la trésorerie sur la holding, ça fait des comptes courants inversés, et c'est pas bien. Et on se fait tirer les oreilles, et voilà. Donc, s'il n'y a pas de résultat distribuable, il faut pas payer son LBO, sa dette senior, il faut la négocier. Donc, dénonciation de découvert, c'est donc une conséquence du bilan en forte perte, mais aussi ça peut être le choix d'un banquier à un moment de plus accompagner des secteurs d'activité. Lorsque vous avez un découvert qui est dénoncé, si on arrive dans le préavis de 60 jours, parce qu'en général, il y a un préavis de 60 jours, lorsqu'on ouvre un mandat ad hoc ou une conciliation, la banque reste et puis on construit derrière. Lorsque vous avez un procès mal engagé avec un risque de perte, plutôt on va aller chercher des leviers de trésorerie, notamment gel de financement, pour y faire face, plus on aura de chances de passer le cap sans se retrouver en cessation des paiements. Je ne reviens pas sur le BFR. Les accidents de parcours les plus récurrents que l'on rencontre, le burn-out du dirigeant. Donc on vit des périodes difficiles, c'est difficile pour les dirigeants en ce moment. Le burn-out, il y a beaucoup de conséquences. C'est que tout d'abord, le dirigeant, il ne se rend pas compte tout de suite qu'il est un peu out. Et pour autant, pendant cette période, il n'est plus trop aux affaires, donc il ne suit plus ses chantiers. On constate qu'il y a des pertes d'exploitation qui sont faites parce qu'il n'est plus vraiment là, il ne prospecte pas. Donc on a des pertes d'exploitation souvent, puis un trou d'activité parce qu'il a oublié de prospecter. Licenciement engagé et non financé, on a eu un cas comme ça, licenciement pour inaptitude relativement lourd. 10 mois à l'avance, on a demandé aux banques de geler les financements pour y faire face, ce qui a permis de faire ce licenciement. Un sinistre qui vient désorganiser une entreprise et créer des coûts. Les impayés, je ne reviens pas dessus, casse matérielle, c'est des cas un peu intempéries. Je m'arrête sur le déménagement puisque c'est quelque chose d'assez récurrent. On a une boîte qui est plutôt en bonne santé. On va de l'avant, on veut améliorer notre outil, on va déménager. Les coûts ils sont toujours mal anticipés, toujours minorés, alors que la banque vous a financé le coût du déménagement, mais pas les excédents, pas les dépassements. Le déménagement, on minore souvent la désorganisation dans l'entreprise liée au déménagement, l'absence de production liée au déménagement, et puis aussi l'absence de prospection liée au déménagement. Donc, on a souvent la combinaison, un peu comme le burn-out, des pertes d'exploitation puis du trop d'activité. On a un contexte Covid, on l'a évoqué en introduction, une mutation économique qui fait que
un modèle économique qui existait avant la crise sanitaire n'est peut-être plus adapté à ce qui va se passer demain. Donc, il va falloir face au passif Covid, donc les reports, hein, l'endettement divers et varié sur les prêts garantis d'État et autres prêts remboursables, en tout cas ceux qui le sont. Il faut réfléchir à son modèle économique, s'assurer qu'il est toujours bien adapté, faire des prévisionnels, et puis aménager l'endettement si on sent que ça ne le fera pas. Nous, clairement, aujourd'hui, on négocie du PGE, on sort des SIG et puis un excédent brut d'exploitation pour voir s'il est en cohérence avec les charges de remboursement pour l'avenir. Très rapidement sur les PGE, parce que ça a été un petit peu la nébuleuse pendant un petit bout de temps. Depuis juillet 2021, les PGE sont restructurables en procédure judiciaire, conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire. Et la règle, c'est que l'État maintient sa garantie, quelle que soit la durée de restructuration du PGE, quelle que soit la durée. Donc, on n'est pas sur cette notion de 10 ans. Dans le cadre de la médiation du crédit, il y avait eu beaucoup d'attentes par rapport à ça. Il en ressort que si le PGE est inférieur à moins 50 000, il y a une saisine, mais alors il faut d'abord saisir la banque. La banque de l'entreprise doit valider la saisine, doit s'assurer d'un certain nombre de documents, dont une attestation d'expert comptable comme quoi l'entreprise n'est pas en cessation des paiements, mais ne pourra pas payer le PGE en 2022 et a en tout cas des chances de pérennité. Donc, ça fait beaucoup de contraintes sur les experts comptables. Ce qui fait qu'au global, je crois qu'il y a très peu de saisines aujourd'hui via la médiation du crédit. Et concernant les PGE supérieurs à 50 000, donc dans le mécanisme médiation du crédit, en fait, on renvoie vers un interlocuteur DGFiP dédié à la sortie de crise qui oriente. Et dans le constat, l'orientation, elle est plutôt tribunal de commerce que médiation du crédit. Voilà. Dans le cadre de la médiation, la règle, c'est 2 ans supplémentaires, donc c'est pas les 10 ans annoncés non plus. Et 4 par exception, donc 4 par exception, ça fait 10 ans, mais 10 ans à compter de la mise à disposition des fonds, pas 10 ans à compter de maintenant. Voilà. Donc retenez les limites de la médiation du crédit et clairement, et nous pour en parler avec les banques, affaires spéciales, nos interlocuteurs, la priorité, elle sera plutôt sur la conciliation parce que tout est possible et on n'a pas de limitation dans le temps. Très rapidement, et je pense que je suis dans le timing plutôt pas mal par rapport à ce qui était… très rapidement, les Lyon Conseil, qui nous sommes, donc création donc en 2009, partons d'un constat, donc comme l'a dit François en introduction, alors, moi j'ai grandi là-dedans, mon père était syndic de faillite, puis administrateur judiciaire et ma mère mandataire de justice, donc j'ai pas eu le choix d'orientation. Donc moi je constatais qu'il y avait un nombre important de procédures collectives, que les procédures amiables étaient totalement méconnues, à tort, l'image du tribunal de commerce était vraiment écornée auprès des dirigeants d'entreprise, ainsi que les auxiliaires de justice, et qu'à partir du moment où, lorsque nous on recevait quelqu'un qui était susceptible d'aller en procédure amiable et que on lui disait que ça passait par le tribunal de commerce et que ça serait un administrateur judiciaire qui serait désigné derrière, malheureusement, souvent on avait des gens qui n'allaient pas plus loin et qu'on retrouvait plus tard en procédure collective parce que justement ils n'avaient rien fait. Et le coût de ces procédures, à l'époque, n'était pas adapté aux structures, aux petites structures. C'était des coûts structures importantes, n'était pas adapté aux petites structures. Donc nous, on a travaillé, partant de ce constat, donc on a imaginé la création de Lyon Conseil. Donc on est sur des mandats de justice sur lesquels il n'y a pas de monopole. Donc il n'y a pas de monopole des mandataires ou des administrateurs judiciaires sur ces missions-là, même si dans la pratique, c'est plutôt eux qui le font. Donc moi, j'ai imaginé une société qui essaie d'ôter un petit peu ôter les freins qui étaient répertoriés, excusez-moi, à l'époque. Donc on est en marge du circuit classique, donc, dans un concept qui est totalement novateur, puisqu'on est très peu en France à faire que de la conciliation du mandat ad hoc sans être administrateur judiciaire et à ne faire que ces procédures-là. Et donc, on est aussi structuré là-dessus, puisqu'on a effectivement une équipe. Donc, nous sommes 5. Et donc, derrière moi, j'ai 2 équipes dédiées au back-office des dossiers, avec pour chaque équipe, en fonction de la taille, une personne dédiée au back-office relations bancaires et puis une personne dédiée au back-office relations avec les organismes sociaux,
fiscaux et fournisseurs. Quelques chiffres, depuis 2009, ça a été environ 1800 mandats qui nous ont été confiés. On est sur un rythme de 200 sociétés accompagnées par an, avec un petit bémol sur les 2 dernières années, où on a baissé légèrement, mais là on est reparti sur un rythme important. Et puis avec un positionnement spécialiste, puisque nous ne faisons que ça. Donc nous n'avons aucune facturation en dehors d'un mandat doc ou d'une conciliation. L'humain compte beaucoup, la réactivité. Donc on a organisé l'entreprise pour être réactif, et puis on a travaillé sur des coûts aussi incitatifs pour toute taille d'entreprise. À ce jour, donc nous avons été désignés sur tous les départements qui sont colorés. Donc le dernier en date, c'est Reims il y a 2 jours. Comme nous sommes dans les coteaux du Layon, donc le Layon vient aider la Champagne, donc c'est plutôt sympa pour l'image. Et puis on a des contacts, voilà, nous existons. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de régions viticoles dans tes régions grilles. Ouais, il y a le Bordelais aussi, ouais. Et j'arrête le partage. Ah, super. Écoute, Guillaume, je te remercie énormément pour cette présentation. Je pense que c'était super clair. Franchement, bravo. C'était une belle présentation, une belle simplification de la procédure. On comprend très bien comment on peut solliciter tes services plus rapidement. Enfin, moi-même, déjà, pour avoir bénéficié de tes services pour un de nos locataires, entre autres. Donc, je sais comment ça fonctionne. Côté créancier, oui. Côté créancier, bon, ouais, voilà. C'est dur, hein, c'est dur. Oui, c'est... Non, mais bon, déjà, avec cette approche-là, on ne comprend pas pourquoi les entreprises aujourd'hui ne font pas appel à toi plus vite, clairement. Mais parce que c'est pas connu. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est effectivement... c'est une phase dans laquelle on devrait être, bien avant de passer dans le redressement judiciaire, on devrait le sentir. Alors, effectivement... Problème de... juste parce que j'ai parlé de la procédure de règlement amiable agricole tout à l'heure. Oui. Le règlement amiable agricole, donc c'est une procédure similaire à la conciliation, mais qui est un préalable obligatoire lorsque l'entreprise est assignée en redressement judiciaire par un créancier. Ah oui, d'accord. Et donc, ça veut dire que le tribunal judiciaire, la MSA assigne un agriculteur en redressement judiciaire, et le tribunal judiciaire ouvre un règlement amiable pour voir justement si on peut l'éviter. Et c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, il y aurait ça en conciliation. Il y aurait ça pour la conciliation, ça permettrait peut-être aussi d'éviter pas mal de choses et puis de montrer que ça existe. Ouais. Donc, à la lumière de ton exposé, on va se donner 15-20 minutes s'il y a beaucoup de questions pour que tu puisses répondre à l'ensemble des invités. Et nous avons une question du petit Eric Deville qui a tendu la main. Oui. Ah, pardon. Tu peux réactiver ton micro, Eric. Tu l'avais coupé, c'est ça? Oui, vas-y. Ouais, sabotage. Merci Guillaume pour la présentation. C'était extrêmement concis et précis et c'est assez difficile sur ce genre d'intervention et c'est assez technique. Ma question, elle est contextuelle avec la connaissance que tu as du marché. On parle d'un risque de 25 à 30% des entreprises en difficulté financière pour des raisons diverses suite à la période Covid et au marché, évidemment pas dans tous les secteurs. Est-ce que tu as des indications sur ce marché et cette démarche, parce que c'est évidemment ce genre de volume qui va tous nous concerner. Ouais, je vais faire part de notre expérience et ce qu'on vit au quotidien. Nous, on a été en sous-activité, on va dire, entre novembre 2020 et octobre 2021. On a repris de l'activité à compter de l'automne parce qu'il y a des problématiques c'est BFR, des carnets de commandes qui étaient pleins, mais avec des approvisionnements de matière qui n'arrivaient pas. Donc, super, on a de la commande, mais on ne peut pas produire. Donc, on achète de la matière. Parfois, on la paye, même à l'avance. Elle n'arrive pas, on ne produit pas, on ne facture pas, on n'encaisse pas. Donc, on avait des vraies problématiques de BFR et donc de trésorerie. Dessus vient donc il y a le début d'amortissement des reports Covid, les créanciers sociaux, les reports URSSAF par exemple. Et puis on a pas mal de dossiers qui sont arrivés en prévision de l'amortissement des PGE, donc qui se sont stoppés au mois de janvier parce que comme Bruno Le Maire avait annoncé que tout le monde était sauvé, que tout le monde pourrait absorber ça sur 10 ans, alors que c'est pas tout à fait le cas. Ça s'est arrêté au mois de janvier, c'est reparti très fort en février, puis depuis ça s'arrête plus.
parce qu'on se rend compte que la médiation du crédit, ça marche pas, c'est trop compliqué, qu'on demande des attestations aux experts comptables qui ne sont pas en capacité de faire en termes de responsabilité, c'est normal. Les problématiques de BFR, ils sont toujours là, de matière, ils sont toujours là. La hausse des prix, moi, je constate que quand même, dans l'industrie, les industriels arrivent quand même à les répercuter, ces hausses de prix. Par contre, ce qui est venu se mettre à compter de fin février et puis mars, c'est qu'on avait de la commande, mais avec la guerre en Ukraine, le téléphone, il a arrêté de sonner dans les entreprises. Et donc, il y a eu un petit côté morosité. Alors, il y a aussi l'effet élection, hein, mais vraiment l'Ukraine, où les industriels, notamment nous, enfin pour nos clients industriels, hein, qui vendent des machines spéciales notamment, eh ben, ils se sont rendus compte que leurs clients industriels avaient mis un peu la holà sur les investissements, de le temps de voir ce qui allait se passer en Ukraine. Voilà où on en est. Le téléphone semble repartir dans les entreprises, mais les problématiques de matière, ils sont toujours là. Moi, je cite l'exemple, j'ai un menuisier qui fait de l'achat et pose de menuiserie. Il a de la commande, il reçoit des acomptes, il achète sa marchandise alors au cul du camion parce qu'il n'a pas de trésor, enfin parce qu'il a des bilans dégradés. Là où ça mettait 3 semaines avant pour arriver, ces menuiseries, elles mettent 3 mois aujourd'hui. Donc pendant 3 mois, il fait pas son job, hein, il attend tout simplement. Oui, bien sûr. Et puis, on a des clients qui eux-mêmes travaillent pour de l'industrie, qui assemblent. Leur produit va dans un produit fini, sauf que le produit fini, si déjà à la base, le client n'arrive pas à le faire, il produit, il stocke pour le client, mais il ne vend pas. On a ces problématiques-là. Et puis, ce qui est assez flagrant aujourd'hui, c'est que pendant 2 ans, on n'a pas eu de restaurateur. Et là, on a beaucoup de restaurateurs qui appellent. Parce que le métier est, alors ils ont été aidés, hein, mais le dossier est très perturbé, Alors ils ont ouvert Omicron à Noël leur a fait beaucoup de mal. Janvier, il y avait personne dans les restaurants parce que le Covid se propageait partout. Et puis aujourd'hui, ils travaillent en mode dégradé parce que la gestion de la masse salariale, c'est une vraie galère. Et on a des restaurateurs aujourd'hui qui n'ouvrent plus tous les jours parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une équipe stable pour pouvoir travailler. Si j'ai répondu. Sans le micro. Et sans le micro. Tu m'as pas donné le pourcentage global, c'est ce que je voulais avoir. Alors, j'ai pas de pourcentage. Et puis, bon, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura aussi un rattrapage. Hein, il n'y a pas eu de dépôt de bilan pendant 2 ans. Donc, forcément, il y aura un rattrapage sur des boîtes qui auraient dû déposer le bilan. Hein, enfin, là-dessus, c'est sûr. Après, j'ai pas de pourcentage à donner. Hein, enfin, nous, aujourd'hui, on est sur un rythme de dossier rentrant supérieur à ce qu'on avait avant la crise sanitaire. Donc, on est bien sur une base de à peu près 20% de plus, quoi. C'est moi qui le dis, mais j'ai pas de pourcentage. Ouais. Ok. Très bien. Merci. J'ai une question de Jean-François Astier qui a levé la main en premier, donc il a activé son micro. Merci Jean-François. Oui. Un témoignage et une question. Hier, j'étais chez un fournisseur pour confirmer ce que tu dis, qui est un fournisseur dans l'automobile en rang 2. Et en fait, il peigne des parties de la voiture en plastique, les coques de rétroviseur, etc. Aujourd'hui, ils sont à 3 jours de travail par semaine. Tous les 15 jours, ils se reposent la question de savoir si ils doivent augmenter à 4 jours, etc. Uniquement parce qu'ils ne reçoivent plus les produits, les matières premières n'arrivent plus. Et donc, c'est une gestion à la quinzaine, en fait, des plannings de production. Ouais, c'est vraiment un mode dégradé. Hein. Oui. Et alors qu'une coque de rétroviseur, que la voiture soit électrique ou à l'essence, ça n'a aucune incidence. Donc, ils pensaient être plutôt sauvés par rapport à ça avec l'arrivée de l'électrique. Alors, deuxième exemple, je t'avais sollicité en début d'année sur un dossier, prestation de service. Et donc, on a dû mettre en règlement judiciaire, donc il y a une procédure qui a été mise en place, puisqu'il y a eu un défaut de paiement des salaires, notamment. D'accord. Hein. Ceci dit, le principal partenaire bancaire, à fin décembre 2021, a fait souscrire un PGE donc à son client, qui jusqu'alors avait une très bonne trésorerie, avant Covid et post-Covid, donc il pensait pouvoir s'en sortir.
Et donc ça, c'était en décembre, l'ouverture d'un PGE. Fin janvier, la banque utilise le PGE pour récupérer ses encours. Et une semaine après, interdit bancaire. Alors nous, on a vu des PGE opportunistes. Alors j'ai abordé le sujet tout à l'heure sur le paiement des dettes seniors par des PGE, truc totalement interdit. Et puis nous, ce qu'on a vu, c'est que quand les banques mettaient en place des PGE, elles avaient l'interdiction de dénoncer les concours court terme. Par contre, elles n'ont pas l'interdiction de ne pas renouveler à l'échéance. Et donc, ce qui s'est passé et ce qui se passe, c'est qu'il y a de la trésorerie artificielle grâce au PGE qu'il va falloir rembourser. Donc, la trésorerie, elle passe dans le positif quand tu es dans le découvert, par exemple. Et donc, à l'échéance, la banque ne renouvelle pas le découvert parce qu'il n'y en a plus besoin à cause du PGE. Sauf que le PGE, c'est totalement artificiel, il va falloir le rembourser. Et donc, il y a eu des vraies opportunités bancaires inadmissibles. Donc, nous, on a ouvert des dossiers où on avait 800, 900, 1 million de trésorerie, mais avec des PGE qui étaient supérieurs, en expliquant aux banques, vous maintenez vos courts termes parce que la trésorerie qui est sur les comptes, d'abord, c'est une partie du PGE qui a été consommée. Et puis, faut se souvenir de quelque chose, c'est que le PGE qui avait été mis en place, alors là, on nous parle d'autres PGE maintenant, mais le PGE qui a été mis en place au début, il était là pour compenser 3 mois de pandémie. Et on arrive à 2 ans. Et les banques disent, nous, on a fait le job, on vous a mis des PGE, mais le job, c'était que pour 3 mois, c'était pas pour plus. Et puis, elles ont repris leurs réflexes parce que les bilans qui sortent, ils sont dégradés, les capitaux propres un peu dégradés. Et puis, elles disent, comme vos capitaux propres sont dégradés, on ne renouvelle pas. Puis, comme il y a la trésorerie grâce au PGE, tout va bien. Donc là, si tu veux, avec le mandataire judiciaire, j'ai posé la question de défaut de conseil de la banque. Et de voir si une action serait possible vis-à-vis de l'enseigne, enfin de la banque. Mais en fait, ce qui pourrait arriver, alors franchement, ils ont mis un PGE, ils ont dénoncé ou pas renouvelé les courts termes? Non. Alors en fait, ils ont mis un PGE, donc décembre, validé. Janvier, ils se sont payés. Mais ils sont payés de quoi? Des encours qu'ils avaient. Ils n'ont pas réglé des prêts par anticipation? Non. C'est juste les impayés que eux avaient. D'accord, les impayés accumulés, donc des dettes échues. Ils ont régularisé des dettes échues grâce au PGE. Exactement. Ils ont parallèlement à ça, donc une fois qu'ils se sont payés, avant de faire l'interdiction de chèques, l'interdiction bancaire, ils ont supprimé le découvert. D'accord. Et une semaine après, donc, alors, si tu veux, dans le devoir de conseil, j'en sais rien, mais je pense que la garantie d'État, il pourrait la perdre. Parce qu'il y avait des critères d'éligibilité, notamment de s'assurer des capacités de remboursement, etc. Et la banque, son risque, en tout cas, c'est de perdre la garantie d'État. Bon, ok, ça marche. Merci, Guillaume. Et Merci, Jean-François. Il n'y a pas un abus de position, là? Guillaume? Je ne sais pas, j'en sais rien. Je sais pas, c'est plus mon domaine. Moi, je suis un gentil, je fais de l'amiable, là. Je voulais passer la parole à Florence Piette, qui avait levé la main tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours le cas? J'ai vu baisser la main. Oui, c'est bon. Oui, bonjour. Moi, je voulais amener un témoignage parce que je m'occupe des entreprises en difficulté à la Chambre de commerce de Marseille. D'accord. Donc, le souci, effectivement, on a beaucoup de très petites entreprises qui souvent sont mal conseillées. Alors, effectivement, c'est encore bien réel dans les esprits que le tribunal fait peur, très peur. Et que quand on leur dit, je vous conseille, mais même en y allant à tâtons, la cellule de prévention du tribunal qui va bien vous orienter, c'est une peur panique qui s'empare d'eux. Et en plus, il y a quelque chose qui n'est pas toujours donné en amont, c'est le prix du mandat ad hoc ou de la conciliation. Oui, c'est intéressant ça. Ce qui est intéressant à donner parce que, bon, là, ils ont été quand même limités, ces prix, ces tarifs. Donc, alors, oui, non, en fait, c'est de la poudre aux yeux. Oui et non. En fait, ils ont sorti. Alors, à la base, le tarif, il n'est pas réglementé. Donc, c'est un accord entre l'entreprise et le mandataire ad hoc ou le conciliateur. Contrairement aux procédures collectives où il y a un décret qui fixe la rémunération. Oui.
Ils ont sorti un mandat ad hoc de sortie de crise. Oui. Et c'est là où vous dites 1 500 €, moins de 5 salariés, puis entre 5 et 10, 3 000 €. Sauf que ce mandat ad hoc, il est limité à 3 mois. Et que si vous avez des banques, vous passerez par une procédure de conciliation pour pouvoir faire constater l'accord. Donc, pour moi, ce mandat ad hoc de sortie de crise, il est fait pour aller négocier un étalement des reports Covid et rien d'autre, parce que vous n'aurez pas le temps en 3 mois de faire une négociation. Et que s'il y a une négociation avec les banques pour aller geler ou réaménager les financements, il y aura une conciliation. Et là, l'engagement sur les prix du mandat ad hoc, il n'existe plus. Donc, ça a été un engagement des administrateurs judiciaires, mais clairement, c'est de la CCSF. Oui, c'est de la CCSF à 1 500 ou 3 000, mais c'est rien d'autre. Ouais, d'accord. Alors après, par rapport au coût, c'est vrai que chacun a ses méthodes. Il y a beaucoup de professionnels qui sont sur des taux horaires avec des honoraires de résultats. Nous, on est parti sur une base de forfait. On a un forfait à l'ouverture, un forfait le 3e mois, et puis des honoraires de résultats plafonnés en cas de réussite, donc qui représentent à peu près 50% du montant global. Et puis, si on doit donner des exemples, mais c'est vraiment dans les grandes masses, chaque sujet est différent. On peut sauver un artisan tout seul pour 2005 si ça marche. Donc, on va dire 1000 et quelques si ça marche pas. On peut sauver une boîte de, on va dire, 20 salariés pour les 4005, 5000 ou 5005 si ça marche, et la moitié si ça marche pas. Et puis, quand on arrive à une centaine de salariés, on arrive aux alentours de 15 000 € si ça marche. D'accord. Mais c'est un tarif qui en général n'est pas remis en cause. D'accord. Et qui est négocié. Voilà. Alors moi, je suis membre associé de la CCI de Maine-et-Loire, donc et en charge des entreprises en difficulté, donc je vois bien votre problème. Et le constat, c'est que ceux qui viennent à votre porte, c'est souvent trop tard. Oui, ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, bon, il y a quand même une évolution parce qu'en ce moment, le problème, c'est que ils viennent quand même, ils sonnent quand même parce qu'ils pensent qu'il y a des aides. Ben oui. Et donc, Et puis on peut il y en a un peu encore. les attraper en ce moment parce qu'il y a eu tellement d'aides qu'ils se disent, ils vous disent, il me manque 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 €, qui me les donne là? Oui, et puis alors il y a les aides d'un côté, et puis il y a aussi pour certains le PGE c'est un droit, sauf qu'une banque pour mettre un prêt, il faut regarder les capacités de remboursement, puis que les bilans qui sortent là, ils sont pas, voilà, c'est pas possible. Et puis on a encore des gens qui sont dans l'esprit, faut me donner un prêt, faut trouver un prêt. Or remettre de la dette sur la dette, c'est pas la solution. Donc nous on est plutôt à décaler de la dette, à réaménager de la dette, mais pas remettre de dette. Ouais, tout à fait. Ouais, merci. Merci Florence. Moi j'ai une petite question, juste ton taux de réussite, Guillaume. Alors le taux de réussite du cabinet c'est 80%, mais d'une manière générale en France, je crois que c'est 70%, donc il est important. Donc c'est une procédure qui est quand même très intéressante à suivre. Si elle est anticipée, toujours pareil, si elle est anticipée. En fait, tu prends que les dossiers faciles, en fait. Non, alors moi je travaille sur un réseau de prescripteurs, donc on a très peu d'entrées directes, mais les dossiers ils sont déjà analysés par nos prescripteurs. Donc, tu disais qu'avec la médiation du crédit, c'était assez compliqué, si j'ai bien suivi ton propos. Tu as des échanges avec eux? Oui, ouais, j'ai des échanges avec eux parce que c'était une nébuleuse aussi pour eux où en fait l'État fait beaucoup d'annonces mais ne donne pas le mode d'emploi derrière. Et donc oui, on est en lien avec la médiation. Ça nous arrive de les utiliser parce qu'il y a des accords de place en médiation du crédit. Donc on va dire allez, en 10 ans, on a dû les utiliser 7-8 fois sur des dossiers avec une banque qui veut partir dans le dos de tout le monde, comme il y a des accords de place qui sont signés en médiation qui contraignent les banques à rester. Ça nous arrive de le faire. On a des bons contacts. Enfin, on est complémentaires et pas concurrents. Mais de fait, des saisines de médiation pour les PGE, il n'y en a quasiment pas. Très bien. Merci Guillaume. Une autre question pour terminer. Il est midi 5. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance voudrait poser une question à Guillaume sur une précision? Non. Le temps que les questions arrivent, François, avant que tu conclues, juste une précision puisqu'on parlait de banque. Moi, je suis un ancien d'une banque un peu verte et un peu agricole, que je ne peux pas citer, mais au cas où
Il y a besoin de contact auprès des dirigeants, mais je ne pense pas que ça soit la plus virulente, mais sait-on jamais. Forcément, le réseau des dirigeants sert beaucoup dans ces cas-là, évidemment. Et ça, il ne faut pas hésiter à en parler, Guillaume notamment, ou M. Astier, puisque vous l'évoquiez, il ne faut pas hésiter à s'en parler en off si ça peut aider dans les contacts de dirigeants. Ce sont des gens avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai fait tout le parcours intérieur pour les DG qui y sont actuellement, donc on se connaît personnellement. Donc ça aide. Bon, ça aide si le dossier n'est pas perdu, mais souvent c'est plus un comportement de cow-boy comme on le décrit, sur lequel il faut agir qu'autre chose, quoi. C'est sûr que dans les banques, les directeurs du risque sont prompts à la détente, surtout en ce moment. Ça, c'est sûr. Il y a tout. Hein. Nous, on a, enfin, c'est une nouveauté. Hein, on a des banques qui régulièrement nous apportent des dossiers parce qu'elles veulent accompagner l'entreprise, qui font un cadre sécurisé, qu'il y a d'autres créanciers ou d'autres banques à amener autour de la table, et plutôt dans une démarche très très constructive. Hein. Enfin, et puis après, il y a tout. On est d'accord. Il y a tout. Puis il y en a qui sont très simples où la mission, elle va pouvoir se faire en 2-3 mois. Ce qui n'est pas courant. Et puis, il y en a d'autres où c'est une galère. Il faut aller de réunion en réunion. Ils veulent des certitudes. Enfin, il faut. Bon, après, notre discours, il est toujours. Enfin, d'abord, il n'est pas agressif. Hein, c'est de la pédagogie. Et puis, c'est de dire personne n'a intérêt à ce que l'entreprise dépose le bilan. On se met autour d'une table et puis on trouve un accord intelligent. Yes. Alors, si tu es d'accord, Guillaume, pourrait-on utiliser quelques slides et quelques chiffres que tu nous as donnés pour un peu communiquer sur ton métier? Ouais, bien sûr. Je pense que c'est important aujourd'hui, comme l'a dit Florence tout à l'heure, il y a très peu de gens qui connaissent ton métier et le tribunal en général, que ce soit le CPH, commerce ou autre, fait toujours peur à un chef d'entreprise. Il pense qu'il va se faire croquer tout cru. Et avant effectivement de passer par cette étape, c'est effectivement de discuter avec des gens comme toi. Je pense que ça peut être très bien. Mais pour ça, il faut connaître ton métier. Alors en fait, et la subtilité, c'est que à la base, c'est pas un métier. C'est une mission, si c'est gratuit, c'est une mission d'administrateur et on en a fait un métier. Mais à la base, c'est pas un métier. D'ailleurs, c'est pas un métier. Ouais. D'accord. Mais c'est le nôtre. Voilà. C'est devenu le nôtre. Bon, en tout cas, non, c'est intéressant de comprendre et de voir comment ça peut fonctionner. Je pense que d'ici la fin d'année 2022, ça serait pas mal de communiquer pour éviter qu'on arrive, Oui. Comme le dit Jean-Marie Bigard, c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Ouais, mais si on le voit bien avant, c'est quand même bien. Bon, écoute, merci Guillaume, merci à toutes les personnes présentes. Nous, de notre côté, on va en prendre en note et on va probablement communiquer succinctement en tout cas et t'envoyer les dossiers si toutefois quelques chefs d'entreprise daignent nous appeler. En tout cas, nous, on en voit qui sont intéressés par ça, ne t'inquiète pas. Hein, Ok, parfait. Tu fais partie de notre liste, effectivement, notre shortlist en tout cas pour les mandataires, puisqu'on n'en connaît pas beaucoup d'autres. Non, puis François, on note le message de Guillaume de passer de l'info si on détecte une entreprise a besoin d'être épaulée. C'est vrai que c'est on a le totalement voile méconnu. d'alerte un peu entre nous. Moi, je suis dans beaucoup de réseaux d'entrepreneurs hein, et on entend des gens, tiens, ben, lui, il a son PGE, il pourra pas rembourser, il va déposer le bilan. Ben non, on dépose pas le bilan, on renégocie, c'est tout. Ouais, c'est ça. Là, on a déjà fait des négociations, on est reparti sur des périodes de gel encore pendant 1 an, hein, donc on sera rendu à 3 ans de gel sur le PGE, hein, sur des dossiers. On repousse le tas de sable. Il y a un moment, je pense qu'on ira chercher de l'abandon. On a perdu François, non? Je crois que tu as mis une grosse émotion à François, Guillaume. Tu as parlé argent, fallait pas. Ah bon. Ok. Non, mais il arrive aux limites de ce qu'il peut tolérer là où il est. Parce qu'il est loin, notre François. Hein, si vous ne l'avez pas vu, il est connecté. Mais... Ah, il est revenu ou pas? Oui, ça y est. Ah, ça y est, voilà, il est revenu. On parle argent, tu te déconnectes, François. Hein. Non, j'ai mon réseau qui s'est coupé, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Ouais, donc, très bien. Plus, c'est ça. Plus de questions, plus tout est clair. Tout le monde a bien compris ce que faisait Guillaume. De toute façon, moi, j'étais coordonné et on n'hésitera pas. Et de toute façon, je pense qu'avec Audrey, sur les réseaux et autres, on va communiquer. On va essayer de se faire un petit brief rapide. La présentation, vous pouvez l'envoyer à tout le monde, hein, à ceux qui étaient présents là.
Bien sûr, de toute façon, ça c'est sûr. Et puis faire un succinct, un résumé succinct pour il peut le faire valider pour qu'on puisse après derrière communiquer à tout le monde. François, il faudra même regarder d'ici la fin de l'année comment on peut recommuniquer sous forme de webinaire ou de partage sur ce sujet, parce que ça va revenir dans le contexte économique. Ah, ça c'est sûr. Je pense que Guillaume ne va pas chômer d'ici la fin de l'année. Ouais. Ouais, on n'est pas inquiet pour toi, Guillaume. Juste avoir un problème de recrutement, je pense. Non, c'est de l'organisation. Merci en tout merci cas. Guillaume, beaucoup. merci à tous. Bon appétit, bonne journée, à bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt. Salut Jean-François. Salut Guillaume.